Il y a à peu près chaque jour 3 fois plus de personnes qui se suicident que de gens qui meurent de la Covid-19. Il y a également plus de morts sur la route puisqu'on est à peu près sur une moyenne de 3500, 3600 morts sur la route en France. Ça veut donc dire une dizaine de morts sur la route par jour. Alors, cette comptabilité macabre n'est pas très agréable à évoquer, mais elle permet quand même de replacer en perspective les choses. Parce que il y a quelque chose qui a de quoi rendre nos compatriotes complètement neurasthéniques, pour ne pas dire fous furieux, c'est que matin, midi et soir et la nuit, à tout instant, on ne parle plus que de la Covid-19. C'est quand même un peu lourd. Là, actuellement, le danger n'est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée. Il manque actuellement des références pour calmer un contre-pouvoir, pour calmer contre cette excitation des lanceurs d'alerte. C'est naturel qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais il faut des contre-pouvoirs. Or, nous ne les avons plus. C'est-à-dire que les institutions actuellement surfent sur l'inquiétude populaire, et y compris l'OMS, qui est devenue une espèce de lanceur d'alerte. C'est-à-dire que la dernière directrice avait travaillé sur 2 maladies émergentes qui ont dû tuer 1500 personnes en 15 ans. Et ne plus parler de choses qui tuent des millions de personnes. Et donc ça, cette entrée en phase, cette excitation générale, c'est pas grave que la population s'inquiète, c'est pas grave qu'il y ait des gens qui disent attention, il y a peut-être un danger. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'il n'y a plus personne qui calme les choses et qui les rehiérarchise, qui les mette en perspective. Alors ça veut dire qu'avec l'actuel taux de mortalité de la Covid-19, avec 7,8 morts par jour dû à la Covid-19 en ce mois d'août, eh bien, si on rapporte ça, par exemple, aux 110 morts journaliers de maladies de l'appareil respiratoire, ça veut dire que le nombre de personnes qui meurent d'une maladie respiratoire en France, il y en a à peu près 6% d'entre eux qui meurent de la Covid-19. Docteur Sandman, bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, les méfaits du stress dans nos sociétés modernes, suractives et hyper rapides, sont connus. Mais vous dites qu'il c'est tellement évident qu'on peut dire que le stress tue directement. Ah, le stress, c'est beaucoup plus dangereux qu'on y pensait. Et on s'est même aperçu qu'il entraîne aussi des effets à retardement. Dites. C'est-à-dire qu'après un stress, 10 jours plus tard, on peut avoir d'énormes impacts. Même un seul stress. Je ne parle pas des stress répétés. Donc il y a un effet retard aussi du stress. Alors le stress, c'est très intéressant parce qu'il y a des sujets qui se disent « je suis très stressé Oui. ». Et en fait, ils ne le sont pas du tout, ils gèrent bien. Et d'autres qui ont l'air complètement relax et qui se bouffent de l'intérieur par le stress. On peut mesurer aujourd'hui l'impact du stress grâce à la mesure des télomères, vous savez. Les télomères, C'est ça ce qu'on a au bout des... c'est des petits manchons Oui. qu'on a au bout de des chromosomes de chacune de nos cellules. Ça a été récompensé en 2009 par 3 prix Nobel, c'est très sérieux. Et c'est un formidable indicateur de bien-être et de stress. Plus les télomères sont courts, plus on vivra peu de temps. Oui. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. C'est pas votre âge chronologique, c'est votre âge biologique, le temps qu'il vous reste à vivre. D'accord. Le stress, ça raccourcit. Donc on s'aperçoit que le stress va conditionner de façon majeure le risque des maladies cardiovasculaires, va jouer sur un système immunitaire qui marche moins bien. Donc on le prend très au sérieux aujourd'hui. Et en plus, alors la grande découverte, c'est qu'on a découvert qu'avec un très gros stress, 10 jours après, on retrouve un contre-coup au niveau du cerveau qui se voit en IRM. On voit à On l'IRM. voit l'impact qu'il y a eu sur une partie qui s'appelle l'amygdale dans le cerveau, et on voit des réactions post-traumatiques. Et ce qui explique des gens qui ont des stress énormes, ils ont des réactions post-traumatiques tardives, et ben ça s'explique sur le plan neurologique. Ça montre à quel point, vous savez, quand il y a eu ces terribles attentats, Oui. des gens, Oui. 10 jours, 15 jours après, d'un seul coup, avaient Même pas blessés, mais à proximité et a posteriori. Ils Oui. s'étaient blessés de l'intérieur. Et ces blessures-là sont redoutables. Merci beaucoup. Alors oui, il y a une étude britannique qui a été publiée il y a quelques jours et qui a pas mal fait parler. En fait, c'est un article qui fait une espèce de revue de la littérature de différents articles qui parlent des conséquences du confinement et du déconfinement. Et c'est vrai qu'ils mettent en premier plan l'anxiété qui semble s'accroître à partir de 10 jours. Eux, ils évoquent le stress post-traumatique, notamment au moment du déconfinement, qui est aussi finalement qui peut être aussi une situation de mise en danger au point de vue psychique, parce que d'un seul coup, on peut se relâcher, se retrouver à l'extérieur, et ben ça peut nous créer chez certaines personnes une décompensation à l'endroit où ils tenaient bon en fait depuis plusieurs semaines. Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, janvier 2006. La plus grande prison d'Europe. 6000 détenus en moyenne y séjournent. Il faudrait dire 6000 détenus y croupissent. À maintes reprises,
Cet établissement pénitentiaire a été montré du doigt pour ses conditions de détention inhumaines. Au cœur de cet enfer carcéral depuis 16 mois, un homme subit quotidiennement les pires humiliations. Le harcèlement des gardiens et des prisonniers, les brimades, les maltraitances. Sans compter les railleries sur sa méconnaissance de la langue française. Que voulez-vous? C'est un Allemand, un Boche, comme on dit en France. Cet homme, ce criminel gardé dans le quartier de haute sécurité s'appelle Hammer. Le docteur Hammer. Hammer, ça signifie marteau. Docteur Marteau. Encore une occasion de se moquer de lui. Dans quelques mois, en mai 2006, il aura 71 ans. Son crime, celui pour lequel il est juste et normal qu'il paye, est d'avoir, par ses écrits, incité à l'exercice illégal de la médecine. C'est en tout cas ce qui est écrit sur l'ordonnance de son jugement. En réalité, sa faute, c'est d'avoir déclaré que le cancer pouvait être guéri et non combattu. Le problème, c'est qu'il l'a prouvé scientifiquement. Sa folie, car il faut être marteau pour faire ça, c'est d'avoir conseillé à ses patients cancéreux d'arrêter toute chimiothérapie, toute radiothérapie, toute chirurgie pour combattre leur terrible maladie. Un autre problème, c'est qu'il les a pratiquement tous guéris. Son inconscience, c'est d'avoir tenu tête à tout l'establishment scientifique et au lobby médico-pharmaceutique. Un autre problème encore, c'est qu'il a expliqué à lui seul ce que des milliers de chercheurs n'avaient pas réussi à démêler, malgré les milliards de dollars investis dans la recherche médicale. Depuis 1981, depuis 25 ans, envers et contre tout. Envers et contre tous. Einer gegen alle, comme il le dit dans son autobiographie publiée en 2004, juste avant d'entrer en prison. Seul contre tous. Mais votre rapport très personnel, je dis bien très personnel dans ce livre, est une conviction. Vous liez nos émotions à l'évolution de la maladie. Voilà, c'est un peu, après 45 ans de lutte contre le cancer, j'ai eu pendant des années ce sentiment quand même que beaucoup d'histoires personnelles de tous ces malades qui me racontaient des chocs affectifs extrêmement importants, des maris qui quittaient la femme, des gens qui perdaient leur travail, qui vivaient ça très mal, et finalement l'apparition du cancer. Et donc, je me suis mis à faire des recherches extrêmement sérieuses. Je suis un universitaire, c'est ma façon de travailler, et finalement, j'avoue dans ce livre quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, c'est-à-dire je pense vraiment qu'il existe un lien très sérieux entre les émotions que nous vivons, le stress et le risque de développer un cancer, ou quand on a un cancer, le risque d'en mourir. Un élément déclencheur ou aggravant, David Cayette? Alors les deux. C'est-à-dire dans le cancer, il y a à la fois la première cellule au milieu. Un corps humain, c'est 1 million de milliards de cellules qui sont des cellules du cœur qui battent pour faire circuler le sang, les cellules du cerveau qui pensent, les cellules des yeux qui voient, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, au milieu de ce million de milliards de cellules, il y en a une qui devient cancéreuse. Ça s'appelle l'initiation. Qu'est-ce qui conduit cette cellule à devenir cancéreuse pour se préparer à être ce meurtrier, cet assassin terrible? C'est ça que j'essaye d'expliquer, comment le stress, les émotions vont contribuer à transformer cette cellule en une cellule maligne. Et ensuite, comment le stress et les émotions négatives, bien évidemment, la tristesse, le désespoir, hopeless en anglais, comment ça va finir par soutenir le développement de cette cellule qui va se mettre à se multiplier de 4, 8, 16, 32 jusqu'à arriver à un cancer. Vous citez notamment le cas très perturbant de votre patiente décédée, Florence, que vous avez sauvée, qui a été en rémission et qui, après une séparation avec son mari, en quelques mois, meurt d'un cancer. Oui, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que cette séparation et sa souffrance a été liée finalement à son décès. Finalement, on porte en soi ces cancers. C'est un homme sur 2, une femme sur 3. On a pratiquement tous certainement des cellules cancéreuses dans notre corps. Qu'est-ce qui fait que chez certains d'entre nous, à un moment donné de cette vie qui est la nôtre, cette cellule va réellement nous emporter? Il y a une forme presque de suicide au moment où la douleur devient trop grande, au moment où ça devient trop dur de continuer, de ne plus avoir d'espoir, d'avoir un stress qui dépasse notre capacité de gestion. Et à ce moment-là, effectivement, le cancer vient comme une solution à tout ça, puisqu'il entraîne la mort et l'apaisement. Mais il existe heureusement des façons de lutter contre tout ça. Mais David Cayette, ça paraît compliqué de soigner son stress, sa tristesse, quand on est atteint du cancer. Non, déjà, c'est avant d'être atteint du cancer. Par exemple, une très belle étude en Norvège, sur 100 000 décès, qui montre que les hommes et les femmes célibataires, ou les hommes divorcés, par exemple, c'est-à-dire qui n'ont personne avec qui parler, meurent 15 fois plus du cancer que les autres. On voit aussi, il y a des tas d'études qui montrent que les femmes dont le mari
s'en va meurent beaucoup plus du cancer, ou les survivants de l'Holocauste, par exemple, aussi. C'est-à-dire que ce sont des études extrêmement sérieuses qui montrent qu'à l'origine du cancer, il y a souvent cette histoire d'un stress qui est allé trop loin. Alors, pero lo que estamos viviendo en estos momentos de pandemia es la ruptura psicológica individual de las personas. Para muchos hay graves crisis de psicología en lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una individualización del individuo, nada mejor dicho. Bueno, forma parte de este ataque a las libertades y los derechos de los ciudadanos el crear una situación de caos y de nerviosismo y de descomposición psicológica de la población. Desde enero están intentando socavar la resistencia de la población, emitiendo mensajes discordantes, disonantes, unas veces de ilusión y de esperanza, otras veces de catastrofismo, y es de lo que se trata. Cuando obligan a ponerse la mascarilla, resulta, yo creo que ya casi evidente que la mascarilla no tiene ningún sentido sanitario. Es más un símbolo y una forma de socavar la resistencia de la población humillándola. Porque desde luego que en verano con 40 grados al sol, la mascarilla no tiene ningún componente sanitario. En invierno tampoco, pero bueno, se podría entender que incluso te puede tapar del frío. Pero en verano no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es el maltrato psicológico de la población para que cada vez tenga menos resistencia a esta tiranía. Bueno, claro, es otro punto muy interesante sería, porque para muchos está claro lo que te voy a preguntar, para muchos es evidente, pero ¿qué es para ti la nueva normalidad que tanto se está planteando? ¿Qué es la nueva normalidad? ¿Un estado de sugestión continuo? ¿Eso es la nueva normalidad? La nueva normalidad para mí yo la traduzco en un estado fascio-comunista. Es decir, es una mezcla entre fascismo y comunismo, donde ya no se sabe a quién votar ni qué hacer. Donde el ser humano pasa de ser un ser autónomo con derechos y libertades a ser un animal mostrenco que está a disposición del Estado para lo que quiera. Y lo digo en serio, porque cuando están planteando poner las torres de 5G, se les ha olvidado informar a la población de si son seguras o no. Es la población la que tiene que recabar información sobre la seguridad de las torres cuando es una obligación del Estado haber previsto ese trámite. Cuando la administración decide poner mascarillas o poner vacunas o poner lo que quiera, se le olvida siempre pedir permiso o consultar con la población. Al final nos meten en un papel de animal mostrenco en el que somos prácticamente como decían los romanos. Los romanos definían al animal mostrenco como ese animal suelto por el campo, pero que tiene dueño. Nos dejan una cierta libertad, nos van a permitir vestirnos como queramos, nos van a permitir elegir nuestro puesto de trabajo, pero en el resto de las cosas van a tomar las decisiones ellos mismos. Mais le port du masque n'est pas sans conséquence, en particulier si c'est très fréquent et très prolongé. Parlez-en autour de vous, vous entendrez pas mal de personnes vous dire « Tiens, au bout d'un moment, j'ai mal à la tête, je me sens oppressé, je me sens plus essoufflé, plus fatigué, j'ai mal à la gorge, je tousse, j'ai le nez qui coule, etc. » Alors pourquoi ces petits symptômes? En fait, lorsque vous respirez avec le masque, la plupart des gens vont faire donc la mauvaise respiration dont j'ai montré justement tout à l'heure, par la bouche, petite respiration et assez rapide. Le problème de cette respiration donc buccale va faire que vous allez assécher de manière assez importante votre bouche. Vous allez donc avoir la sensation d'un côté pâteux, de devoir déglutir souvent, de boire beaucoup, et vous allez au fur et à mesure donc assécher le fond de gorge. À force, avec la friction de l'air, ça va irriter et enflammer votre fond de gorge qui va donc gratouiller jusqu'à faire mal, voire même jusqu'à tousser. En contrepartie, le nez n'étant plus sollicité, en fait il va s'humidifier à la place, comme s'il y avait donc une inversion entre la bouche qui est censée être humide, le nez sec, ben vous avez une inversion, le nez devient humide, vous avez le nez qui coule, vous êtes obligé de vous moucher. Et pareil aussi, à force d'avoir cette oppression, certaines personnes vont avoir donc des maux de tête assez prononcés, et d'autres personnes même vont avoir la sensation de partir un petit peu dans les choux, comme on dit, parce qu'ils sont à la limite donc d'un malaise ou d'une crise d'angoisse. Ce qu'il faut que vous sachiez avec ça, c'est que, premier paradoxe, c'est qu'il va y avoir une grosse confusion entre les symptômes que va développer petit à petit liés au masque, les virus hivernaux qui vont commencer avec l'automne, et le Covid. Donc avec tout ça, on va sûrement beaucoup se mélanger les pinceaux, et il va nous falloir un petit peu plus que 700 000 cas de dépistage par semaine. Et si tu fais partie de ces personnes qui viennent de découvrir ce type de symptômes depuis que tu mets le masque, eh bien c'est que le masque vient de te révéler des difficultés respiratoires qui étaient silencieuses. En revanche, si tu fais partie des personnes qui ont déjà des difficultés respiratoires avant masque ou même sans masque, comme ceux qui ont de la BPCO, les asthmatiques,
les personnes cardiaques, diabète, ça peut être aussi obésité, tout simplement, les personnes sujettes à beaucoup de crises d'angoisse, etc. Eh bien, le masque va accentuer les petits désagréments que j'ai dit juste avant, ou même ils vont arriver très vite, à tel point que certaines de ces personnes vont avoir une sorte de... Ils vont gagner un niveau en termes de pathologie et d'aggravation de leur tableau clinique, comme le disent souvent les médecins. Par exemple, une personne qui était simplement asthmatique se retrouve petit à petit à développer des symptômes de BPCO. BPCO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Bref, grosso modo, c'est obstrué, ça a du mal à respirer. C'est comme si c'était le niveau supérieur de la difficulté respiratoire asthmatique. Je vais vous parler ainsi d'oxygénation. Alors j'ai pas mal entendu dire que, avec pas mal d'humour, que c'est, même avec le masque, on peut très bien oxygéner son corps, il n'y a pas de difficulté. Moi j'ai envie de vous dire, eh ben, vas-y mon coco, essaye de respirer pendant toute une journée avec, et on en reparlera après. C'est le parapluie sanitaire politique, c'est tout, on se protège Je crois qu'il n'est pas seulement politique, il est surtout scientifique. Et dans un comité qui n'est pas un conseil scientifique, mais un comité politico-sanitaire, on doit changer les règles qui s'appliquent pour la représentativité des populations qui vont être également impactées par les effets secondaires des décisions qui ont été prises. Or, ces effets secondaires, cette deuxième mi-temps qu'on va avoir, en admettant qu'on arrive à siffler la fin de la première mi-temps actuellement, si une deuxième mi-temps survient, elle sera essentiellement sociale, économique et sanitaire, parce que l'économie d'aujourd'hui, c'est la prévention de demain et c'est la santé d'après-demain. Or, nous venons de montrer actuellement que plus de 60 000 enfants dans le monde sont déjà décédés des causes du confinement général. D'un confinement aveugle qui ne leur a pas permis d'avoir la nutrition nécessaire, d'avoir les apports alimentaires qui leur permettent de survivre, dans l'ensemble des pays qui ont confiné de façon aveugle. Et on voit bien que sur la totalité de ces pays, il n'y a aucune relation entre l'intensité du confinement et le résultat derrière. Yo creo que es por lo que os comentaba al principio, que esto es una guerra en la que afecta mucho, se utiliza mucho la guerra psicológica. El confinamiento, la mascarilla, la amenaza de vacunas, el cambio de rutina escolar, todos son maniobras psicológicas para destruir la resistencia de la población. Entre otras cosas, es importante, es muy importante, la manipulación de la prensa y las noticias falsas o noticias falseadas, que es lo que nos estamos encontrando. Creo que al final lo único que persiguen es crear una situación de caos y de estrés social que les haga más manejable esta situación. Creo que esa es la única explicación que yo tengo. Bueno, en principio la vacuna no está preparada para su uso y la vacuna no debería estar preparada para su uso en menos de un año. No obstante, están intentando ponerla en el mercado y hacer ensayos. ¿Hasta qué punto la personalidad psicopática de los políticos va a acelerar el mecanismo de vacunación? No lo sabemos ni lo podemos prever. Dependerá también de la reacción de la población y de cómo se defienda. Y yo ahí no podría hacer ningún cálculo. Lo que sí que podemos calcular es que la vía abierta para que la Comisión Europea haga las modificaciones de los reglamentos está ya prácticamente a punto de abrirse. Es decir, han cumplido ya todos los trámites necesarios para esas modificaciones con la votación del 13 de julio y ahora solo falta que hagan un texto final de esa modificación. Una vez que se haga la modificación del reglamento de ensayos clínicos con organismos genéticamente modificados, pues ya es una posibilidad en todos los estados de la Unión Europea, sin necesidad de que cada estado haga una ley de vacunación obligatoria. Es decir, que quizás esta situación puede ser mucho más cercana de lo que pensamos, pero sobre todo dependerá de cómo reaccione la población. Pour conclure, je rappellerai le tout en 2 points. Le premier, c'est que cette histoire de masque va nous mettre dans un gros imbroglio. On est encore en été, l'automne va arriver, et à la fin, on va tous se regarder en chien de faïence, sans savoir si parce qu'on tousse ou on éternue à cause du Covid, ou à cause du port du masque, ou à cause tout simplement d'un rhume ou tout autre virus hivernal. Donc ce qui veut dire aussi qu'à cause de ça, on risque de tomber et de céder à la panique. Et donc j'invite ici le gouvernement à déjà se préparer ou à sensibiliser la population pour éviter un état de panique. Oui, on sait tous que justement c'est ce qu'il ne faut surtout pas pour une population. Ça risque de partir à droite et à gauche à faire des actions individuelles qui vont être complètement à l'opposé de ce que l'on voudrait faire, c'est-à-dire protéger la population. Et deuxième point fondamental, on est en train, petit à petit, sans s'en rendre compte, et c'est pour ça qu'en fait on ne voit rien venir, la population se fragilise alors qu'elle est déjà fragile d'un point de vue de l'immunité. On le sait depuis
des dizaines d'années, à cause de la prise systématique des médicaments, le système immunitaire a été mis au second plan et il est devenu moins efficace. Et à travers du port du masque, on va accentuer encore cet effet-là. Et donc, avec la peur d'une seconde vague qui est potentiellement arrivante avec, encore une fois, l'automne, eh bien en fait, on est peut-être plus en train de se la préparer sur un beau plateau d'argent. Bueno, la información es que hay una intención desde hace ya varios años, ya casi una década, la Comisión Europea y el Consejo de Europa ya tienen un plan de establecer un calendario vacunal para toda Europa y un pasaporte vacunal. Eso forma parte de los planes de la Unión Europea desde hace tiempo. Esto con el coronavirus, no sabemos si a causa o consecuencia del coronavirus, pues ha acelerado un poco. Y ahora ya se está planteando modificar determinados reglamentos de la Unión Europea para permitir y facilitar el ensayo con humanos con vacunas a partir de organismos genéticamente modificados. Esto ya es un hecho, ya se votó en el Parlamento Europeo el 13 de julio y el proceso sigue en marcha. Claro, tú fíjate, estaríamos hablando de una vacuna que modificaría genéticamente ya no a la persona en su momento, sino a generaciones posteriores. Eso no se puede controlar, evidentemente. Hay algunos países que... Alors, il y a cette notion finalement de lien entre nos émotions et le cancer, et puis vous ajoutez que nos cellules malades, eh ben finalement, c'est nous. Quand je souffre, ce sont aussi mes cellules qui souffrent. Bien sûr. On a voulu comme ça, depuis qu'on a découvert la biologie moléculaire et la biologie cellulaire, c'est-à-dire qu'on a compris comment fonctionnait notre ADN, comment fonctionnaient nos gènes, nos cellules, on a voulu oublier que nous sommes nos cellules. Nos cellules sont nous, et nous sommes nos cellules. Quand je pense, c'est que mes neurones pensent. Quand je bouge ma main, c'est que les cellules des muscles de ma main, du nerf qui va de mon cerveau jusqu'à ma main, etc., toutes ces cellules sont mises à bouger, à faire quelque chose. Eh bien, on voudrait que la spiritualité ne soit pas réduite à une fonction biologique. Elle est réduite à une fonction biologique. L'âme, la conscience, le libre arbitre, tout ça, c'est mes cellules. Quand je pense, quand j'émets une idée extraordinaire comme Einstein ou comme je ne sais pas quel grand penseur, c'est mes cellules, c'est mes neurones qui ont pensé ça. Et quand je suis triste, parce que mes cellules sont tristes. Nous sommes nos meilleurs anticancers, ce sera ma dernière question. Et cette investigation conduite semble bien, vient de le démontrer, dites-vous à la fin de votre livre. Nous sommes vraiment nos meilleurs anticancers. Oui, il faut arrêter de dire c'est la faute des autres. En grande partie, bien sûr qu'on n'est pas responsables tous des cancers qu'on développe, heureusement. Et merci de le préciser. Non, mais attendez, ça fait 45 ans que j'accompagne des malades. Voilà. Je sais combien c'est dur et il n'est pas question pour moi de leur dire, voilà. D'ailleurs, je ne supporte pas les cancérologues qui disent à un malade qui a un cancer du poumon, bah écoutez, vous avez fumé, tant pis pour vous. C'est pas vrai. Ça marche pas comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut essayer de contrôler son stress, on peut essayer d'améliorer sa nutrition, on peut essayer d'arrêter de fumer, on peut essayer de faire un certain nombre de choses pour éviter d'avoir cette maladie. Et tout vaut pour essayer de l'éviter. Debout devant le bord du vide, je vois en bas passer les gens, ils ne me regardent même pas. Pour eux j'ai gaspillé mon temps. Regardez-les, ces messieurs dames, dans leur belle tenue d'Occident. Non, je ne suis pas un Parisien, juste un petit gars du coin qui ne sait plus trop où il est. Alors, laissez-le sur les toits. Au-dessus de la ville, pour être sûr qu'on ne le voit pas. Plus je vous écoute, plus j'ai mal, plus je vous entends et plus je suis pâle. Alors je m'écarte de votre bocal, oui je suffoque, j'ai plus le mental. Vais-je vraiment devoir en finir et ainsi me laisser partir? Je trouve pas la clé de la prison, trop fatigant d'avoir raison. On me dit que je suis con de me prendre la tête, que c'est trop bon de faire la fête. Mais y a pas que nous dans ce putain de monde. Et nos enfants, qu'est-ce qu'on leur montre? Je sais c'est nul, baisser les armes, mais j'en ai marre de voir des larmes et de me sentir impuissant devant le sang de l'innocent. Je sais plus trop où il est. Alors, laissez-le sur les toits. Au-dessus
passe. Mais passe le temps et vient le trépas. S'il y a plus que ça pour s'en sortir, pourquoi pas me laisser mourir? Je dis pas ça pour faire le malin. Le malin, lui, est déjà là. Alors je vous dis à bientôt. Peut-être bien qu'on se retrouvera là-haut. Non, je ne me laisserai pas faire.